Finale du comptoir, jour 2, l'émission qui réveille le sommet de l'élevage. Aujourd'hui, on va faire un focus avec notre partenaire Timac Agro sur l'enrichissement des fourrages pour avoir des animaux en pleine santé. Et en deuxième partie, on va parler machinisme. Mais avant, comme d'habitude, on va faire un petit tour avec notre taureau futé pour le point circulation. Le taureau qui était un tout petit peu lent à lancer le jingle, mais je vous en veux pas. Mais vous inquiétez pas, ça correspond aussi aux embouteillages qu'il y a aux abords en fait du sommet, hein, comme d'habitude. On a toujours un petit peu de mal pour arriver jusqu'ici. Donc le taureau futé, c'est votre GPS bovin pour naviguer dans les années du sommet. Et donc il y a quelques ralentissements là sur le rond-point de Cournon. Bon, ça va bien se passer. Prenez votre mal en patience, montez la radio. Ça s'améliore du côté du machinisme, mais bon, ça va pas durer. Hein. Cet après-midi, ça va être plein, évidemment. Le parking exposant est déjà bien occupé avec quelques remorques mal garées. Donc, si vous entendez quelques messages de l'organisation pour déplacer votre remorque, ne soyez pas étonnés. Dans le hall 3, ça circule plutôt pas mal ce matin. Bon, après, il y a quelques bouchons sur des dégustations de fromage. Bon, là, c'est toujours le problème. Stervio, qui est déjà arrivé dans le hall 1, c'est pareil, vient un peu bloquer tout le monde. Mais bon, ça va passer. En tout cas, si quand même une information qu'on me redit à l'oreillette, cet après-midi, ça peut aussi bouchonner du côté de la petite carrière, puisqu'en fait, il y a un tournage d'AgriWarrior avec plein de créateurs de contenu, et aussi dans le hall 3 autour du taureau mécanique. Donc faites bien attention si vous circulez sur le sommet. En tout cas, très bonne journée. Et puis maintenant, on va passer à la deuxième séquence, qui est le débat sur la densité nutritionnelle du fourrage. Alors, merci Jean-Baptiste pour cette introduction. Voilà, on voit que ça circule quand même pas si mal que ça. On va avoir des belles journées cette semaine. On est sur la deuxième. Voilà, on a des émissions tout le matin, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes, mais on va commencer, c'est pas coutume, par l'homme, monsieur Antoine Reynald. Voilà. Donc, tu travailles chez Timac Agro. Présente-toi un petit peu, dis-nous ce que tu fais. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Oui, tout à fait, je travaille chez Timac Agro France. Je suis responsable développement sur les productions végétales sur la zone sud-ouest pour Timac Agro. D'accord, donc on va aborder la densité. T'as pas envie de présenter Maëva pendant qu'elle est là? Oui. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, quand même. Maëva, excuse-moi, je suis vraiment mal poli. Déjà, je commence par monsieur et puis j'oublie madame. C'est vrai. Excuse-moi Maëva. Bon, j'aurai un gage. Du coup, Maëva Algrin, je suis responsable de pôle production animale, donc chez Timac Agro France. Voilà, pour la partie... mon collègue plus PV et moi plus production animale, du coup. Donc, tu vas nous parler de production animale juste après. Exactement. Mais... on n'est pas tout à fait incohérent parce qu'en production végétale, ça va aussi servir pour l'alimentation. Donc, on va parler de densité nutritionnelle de l'herbe. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Tout à fait. Alors la densité nutritionnelle, c'est un concept qui existe beaucoup en nutrition humaine. L'objectif de la densité nutritionnelle, c'est de regarder la quantité de minéraux, d'oligo-éléments que vont apporter un aliment en comparaison de la quantité, par exemple, de l'apport calorique que va représenter un aliment. Alors c'est quelque chose qu'on a exporté aussi sur la nutrition animale et c'est quelque chose sur lequel on est pionnier et on aimerait travailler et on commence à travailler avec One Nutrium chez Timac Agro. Donc au-delà de la simple matière sèche que tu sors à l'hectare, c'est de se dire je sors du volume et de la qualité. Enfin, grosso modo, j'ai pas besoin de trop de compléments une fois que j'ai ingurgité, enfin pas moi, mais les vaches ont ingurgité. Exactement. Le but, c'est d'avoir une approche vraiment globale. On regarde beaucoup sur un fourrage, par exemple, la quantité de MAT, la quantité de protéines qu'on va sortir à l'hectare. On regarde aussi la quantité d'UFL, la quantité d'énergie qu'on va sortir à l'hectare. Et l'intérêt, là, c'est d'avoir un indicateur global où on va regarder aussi les minéraux et les oligo-éléments et de faire un rapport entre tout ça. Et l'objectif, c'est d'augmenter la densité en minéraux et en oligo qu'on va avoir dans nos fourrages. C'est pour obtenir un équilibre dans l'aliment quelque part de base et qu'il soit le plus adapté en fonction des besoins de l'animal, c'est ça? Exactement, l'objectif, et là c'est le lien avec la production animale, hein, c'est tout l'objectif de ce projet à One Nutrium. On parle beaucoup d'agronomie et c'est toute la beauté du monde agricole et du monde du vivant. On est sur quelque chose de... chaque élément n'est pas indépendant, tous les éléments sont liés entre eux et l'objectif c'est d'avoir une approche globale. Et si on prend la prairie par exemple, en s'attaquant au problème à la source, à la racine, sans mauvais jeu de mots, on vient... Il est très bon ce matin. Ouais.
Et bien, l'objectif, c'est d'avoir une approche globale de la chose. Quand tu vous faites des analyses, parce qu'en fait là tu nous parles de tout ça, mais aujourd'hui justement quand tu analyses une prairie, c'est quoi le déséquilibre? Qu'est-ce qui manque? Et justement, qu'est-ce que tu vas chercher à compenser, quoi? Le constat initial, il est parti d'une étude qui a été faite avec l'Association française de zootechnie, en collaboration avec le CMI, le Centre mondial de l'innovation, Roulier, qui est à Saint-Malo. Et le constat initial, c'était de dire, on a regardé la valeur des fourragères dans les fourrages qui sont ensilés. On a regardé donc l'herbe et le maïs. Si on prend le maïs, par exemple, le maïs en silage, on a 30% de moins de valeur en protéines et en phosphore depuis les années 1990. Donc on a une baisse progressive de ces valeurs. Ça, c'est lié principalement à deux choses. On met moins d'engrais? Moins d'engrais, exactement. Enfin, moins de fertilisation en général. Il n'y a pas que les engrais dans la fertilisation. Il y a aussi l'amendement organique. Il y a plein d'autres sources de fertilisation. Il y a aussi l'augmentation des rendements. Quand on augmente le rendement, on a tendance à diluer. Exactement. Et sur l'herbe, c'est moins 25% là, de matière minérale dans les fourrages depuis les années 90. Donc il y a vraiment une baisse significative depuis un peu plus de 30 ans. Bon, là, j'ai bien compris la théorie, mais qu'est-ce qu'il y a réellement dans votre One Nutrium? Donc, One Nutrium, c'est une solution de fertilisation qu'on a ramenée ici sur le plateau. L'objectif de One Nutrium, c'est d'associer deux choses. On vient associer donc un cocktail d'oligo-éléments et de minéraux. Si je prends ici celui qui est destiné à l'alimentation animale, le Rumimix, c'est un cocktail à base d'iode, de sélénium, de bore, de zinc, en quantité significative pour venir corriger la densité nutritionnelle des fourrages. Et en plus de ça, on vient associer aussi un biostimulant, donc un biostimulant homologué qu'on ajoute à notre solution fertilisante. Et ça crée One Nutrium. L'objectif, c'est de travailler sur 3 piliers. On va travailler sur la régénération des sols, puisque une prairie, c'est un sol, un animal, potentiellement plusieurs animaux, il y a des ravageurs, des éléments extérieurs, un homme qui agit aussi dessus. Et donc, l'objectif, c'est de venir agir. Donc, régénération des sols, remobilisation des éléments par la plante. Grâce à One Nutrium notamment, c'est 56% de prospection racinaire en plus par notre prairie. Et en plus, derrière, de venir rééquilibrer du coup les fourrages. C'est le dernier pilier, c'est 3 R, remobiliser, rééquilibrer et régénérer. Donc on alimente, on nourrit le sol qui est le support pour la plante pour arriver jusqu'à l'animal, quoi. On fait un cycle complet alors. Exactement. Et moi, c'est ce que je trouve de vraiment beau dans le monde du vivant et dans le monde agricole, c'est qu'en ayant une action sur le sol, puisque c'est l'objectif d'une solution de fertilisation, on arrive à avoir une action sur l'animal. Maëva pourra vous en parler. Grâce à One Nutrium, les résultats qu'on a sur les fourrages, on va chercher 10% de valeur protéique en plus sur les fourrages et on va aussi chercher sur la matière minérale. Je pense que Maëva peut compléter sur la partie sélénium par exemple. Oui, qui est très importante notamment pour tout ce qui va être l'immunité. On le sait, le sélénium c'est quand même un antioxydant assez puissant qui va justement travailler, on parlait de cet enrichissement pour l'animal, justement ça c'est un élément qui va être important pour l'immunité au global. J'aimerais revenir sur ce que tu disais, tu mets des biostimulants, c'est un peu à la mode, hein, tout le monde en parle, les biostimulants. Est-ce que tu sais nous dire en fait l'effet que ça va avoir plus précisément? Tu vas me dire ça va stimuler le sol, ok, mais plus précisément. C'est vrai, l'objectif c'est, si je prends par exemple le Rumimix, donc objectif prairie, on va venir biostimuler, c'est un mot générique on va dire, l'objectif c'est de stimuler un processus naturel. Si on prend l'étymologie du mot biostimulation, donc on prend un processus naturel et on l'encourage, on l'augmente. Si je prends Rumimix, l'objectif, on est venu viser les vers de terre, par exemple. Je ne sais pas si vous savez, mais sur un hectare de prairie, en moyenne, il peut y avoir 4 tonnes de vers de terre. Et ces vers de terre, ils vont faire des turicules. Les turicules, c'est les déjections des vers de terre. Sur un hectare, ça peut représenter jusqu'à 100 tonnes. Et avec Rumimix, on a ciblé ces deux choses. On a ciblé la quantité de vers de terre. On vient l'augmenter de 5%. Ça représente 200 kg de vers de terre en plus sur un hectare. Et en plus de ça, on est venu vraiment cibler les turicules. Parce que ces turicules, elles sont enrichies en vie biologique, notamment en bactéries. Et on vient augmenter, multiplier par 4 la quantité de vie biologique qu'on va avoir dans ces turicules et augmenter la quantité de turicules de jusqu'à 5 tonnes hectares en plus de turicules grâce à ce biostimulant, entre guillemets. Donc vous vous appuyez, je fais un petit résumé pour les nuls. Mais c'est une très bonne idée. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Comme ça. Et en fait, vous appuyez sur les vers de terre, vous dites allez les gars, je vous donne un peu du produit, mettez ça, faites passer ça du coup dans le corps en fait du ver de terre,
On sait qu'il se passe tout un tas de choses en fait quand ils vont avoir un transfert en fait de matière, et c'est ça qui va rebooster des turicules, même s'il y avait déjà des vers de terre jusqu'à présent. Exactement. En fait, tu leur as donné des petits produits magiques qui vont les rendre assimilables, j'imagine, aux plantes. C'est ça, exactement. L'objectif, c'est de s'appuyer sur les vers de terre. Ils sont plus forts que nous. Donc, on s'appuie sur eux, puisqu'ils ont cette force naturelle. Mais tu nous parles d'alimentation des végétaux. Mais non, tu alimentes des animaux aussi, des vers de terre à la base. Il parle d'agronomie, en fait, là, je crois. Plus que des végétaux. Plus que l'agronomie. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Donc, c'est l'objectif d'avoir une approche de la fertilisation. J'ai un collègue qui dit beaucoup ça, sans angle mort. On prend le problème à sa racine, comme je vous ai dit tout à l'heure, et l'objectif, c'est d'avoir une approche vraiment globale. On parle d'agronomie et on essaie d'avoir un impact aussi sur l'élevage, notamment avec la valeur de ces fourrages en sélénium. On augmente de 53% la matière minérale de nos fourrages, donc la quantité de minéraux qu'il y a à l'intérieur grâce à Rumimix. Ouais, alors... Justement, dans ce sujet-là, est-ce que ça aide aussi à la résilience, quelque part, des prairies? Parce qu'on a des problèmes d'évolution du climat. Est-ce que, en plus d'alimenter, j'allais dire, l'herbe et puis d'avoir une meilleure alimentation pour l'animal, est-ce que ça aide à cette résilience? Oui, tout à fait. L'objectif, quand tout à l'heure je parlais de 56% de surface racinaire en plus grâce à ce biostimulant, quand on fait plus de racines, on a la possibilité d'aller chercher de la nutrition, notamment en eau, plus loin. Donc on a une résilience face aux stress climatiques qui sont, cette année on l'a bien vu, qui sont de plus en plus importants. Et donc l'objectif, c'est aussi d'avoir ce volet-là avec la fertilisation, une approche globale. Ok, bon, on parlait justement de résilience et de météo, et maintenant c'est JB qui va nous faire la météo des chantiers. Allez, nous on est là, mais dans les champs ça travaille. Donc deuxième matin, ici au sommet de l'élevage, on enfile les bottes et on part pour les semis. On va faire un petit tour sur les semis en France. Donc pour les agris, c'est chaud, parce que ça c'est la période, et bien implanté, c'est une récolte réussie. Donc en partie réussie, en tout cas c'est important. Donc là c'est semis de blé, semis d'orge. On est parti à fond dans plusieurs régions. J'ai même déjà entendu en discutant avec des agriculteurs du sud de la France que certains ont déjà terminé. Alors ils sont chauds de la gâchette, chaud de la pédale. Quand on remonte, ça avance gentiment dans l'est, dans l'ouest. Et puis, voilà, c'est chez Thierry. Lui, il a encore un peu le temps. Quand est-ce que tu démarres, toi, Thierry ? Je sais pas, j'ai pas encore calculé. Voilà, très bien. Merci Thierry pour cette intervention. Donc voilà, ça remonte en gradient. Donc les conditions sont plutôt bonnes. On a eu de la pluie là, ces dernières semaines, donc un travail du sol qui va bien. On espère des semis qui iront très bien. On côtoie les récoltes de maïs, mais ça on en parlera demain ou après-demain. En tout cas, tout se passe bien. On va aller faire ah oui, à noter aussi, parce qu'on a nos amis de Timac Agro. Les semis, c'est aussi la période où on peut travailler la fertilisation, la stimulation des sols, justement, on a parlé avec les biostimulants. Voilà, il y a toute une série de produits qui peut être intéressant à regarder. Donc là, si vous êtes en train de semer, il est grand temps de se poser la question si on vous a incorporé de l'engrais, par exemple, sur la ligne de semis. On file voir Aurélien qui nous a envoyé une petite vidéo. Alors, il n'est pas en train de semer, il est en train de préparer ses champs, mais on va regarder tout ça. Paraît-il qu'il faut faire un court-métrage pour le sommet de l'élevage? Eh bien le bonjour tout le monde. Donc, broyage de couverts végétaux. Et là, tu vas me dire, mais Aurélien, dis donc, t'as pas attendu le 15 octobre. Mais j'ai un coup d'avance, darling. Non, on peut. Tout simplement parce que là, sorci, je broie des moutardes qui sont semées en association avec de la cameline, du radis chinois, du trèfle d'Alexandrie, du fenugrec. Et en fin de compte, là, je fauche vachement haut. Enfin, je broie pour flaguer mes moutardes qui sont malheureusement à graines. Donc là, cette heure-ci, l'azote qu'elles ont capté, sont en train de le consommer. Donc moi, ça m'arrange pas du tout. Et donc là, cette heure-ci, la veste, le trèfle et le radis, eux, ils sont préservés et donc ils vont partir. Donc légalement, j'ai le droit. Voilà, donc bisous, puis on se donne rendez-vous donc au sommet de l'élevage. En plus, j'y vais les 4 jours. 4 jours, non, j'ai marqué 2, donc 4 jours, pardon. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent me suivre sur YouTube, ça s'appelle Le Quotidien d'Aurélien. Voilà. Chaîne YouTube incroyable, en pleine expansion. Allez, salut, Banzai! Ouais, on aime la Meuse. Bon, du coup, on parlait encore agronomie. Maintenant, on va passer à la phase d'après. On va parler plus de la production animale. Oui, alors pour ça, tout simplement, on va accueillir Maëva, qui est déjà là sur le plateau. Je vais te laisser te représenter pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Dis-nous ce que tu fais chez Timac.
Bonjour à tous. Donc Maëva Algrin, moi je suis responsable de pôle production animale. En fait, Antoine va s'occuper plutôt de la partie production végétale et moi je vais être vraiment sur la partie production animale. Tout ce qui va toucher à l'animal, ça vient chez moi. D'accord. Donc, on a parlé justement de l'alimentation, de nutrition au niveau du végétal. Comment ça va venir appuyer, j'allais dire, la production animale et comment l'animal va en retirer, l'essence, le principal? Eh bien, ça c'est une très bonne question. Oh, attends, le flatte pas trop parce qu'après il va s'emballer. C'est pas moi qui l'ai écrite, j'avoue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beau avoir effectivement le meilleur fourrage qu'il soit, c'est important déjà que l'animal le valorise aussi. Ça, c'est vraiment ce qui va être primordial. Et donc, on parle beaucoup de la valorisation de la ration. La valorisation de la ration, ça va être quoi? Ça va notamment passer par, en premier, si on suit le tube digestif classique, ça va être la bouche et le rumen, notamment. Chez le ruminant, typiquement. Le rumen, de quoi il va avoir besoin pour fonctionner? Eh bien, il va avoir besoin d'une ration qui va être équilibrée. Donc, c'est tout l'intérêt justement de venir travailler sur cette ration, sur ce fourrage, sur ses concentrés, les minéraux et les oligo-éléments aussi. Il va avoir besoin aussi d'un pH qui va être équilibré, à peu près aux alentours de 6,5. Et pour fonctionner, il va avoir aussi besoin d'un microbiote, ce qu'on appelle le microbiote ruminal. En fait, c'est toutes les petites bêtes, j'ai envie de dire, qui fonctionnent à l'intérieur du ruminant. On parlait des vers de terre juste avant. Pas des vers de terre dans les vaches? Non, heureusement. Oh, ça va. Enfin, il peut y avoir des vers, mais pas des vers de terre. Mais c'est de se dire, voilà, il y a un ensemble de micro-organismes, de bactéries qui vont fonctionner en symbiose, finalement, pour amener le ruminant à mieux valoriser cette ration. Donc ça, c'est vraiment déjà quelque chose sur lequel nous, on est capable aussi de venir agir et de venir travailler pour valoriser au mieux cette ration, pour que l'animal puisse en tirer le meilleur, on va dire. Non, t'avais pas de question, JB. Ah ouais, là t'as un trou là, non? Ah non, j'en ai pas. si, bien sûr que si. Comment donc on a vu la partie recherche un peu du côté PV, tu vois. Et comment vous avez travaillé vous la recherche de votre côté pour justement travailler sur ce produit et voir l'impact que ça peut avoir justement sur le humain? En fait, Antoine l'a mentionné juste avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que on fait des essais, en fait, finalement. Donc, on va faire des essais, ce qu'on appelle in vitro. Donc là, c'est vraiment en conditions plutôt de laboratoire, on va dire. Et on va faire aussi des essais in vivo. Alors, le in vitro, parce qu'on est allé visiter il n'y a pas très longtemps, il y a des petits rumens dans des boîtes. Oui, tout à fait, j'allais y venir. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc ça, c'est sur notre Centre mondial de l'innovation, donc le CMI, qui est notre centre de recherche, en fait, rattaché au groupe Roulier, où on va être capable de mimer ce qui va se passer à l'intérieur de la vache, notamment. Ça se passe la même chose sur les végétaux, mais c'est de mimer ce qui va se passer à l'intérieur de la vache pour pouvoir justement représenter ou mieux caractériser le produit qu'on va mettre. Donc ça, c'est un travail qui est fait en amont, évidemment, quand on va développer des solutions, notamment. Et on va avoir aussi après derrière, et on a à cœur de le faire, c'est des essais terrain, ce qu'on appelle, en tout cas des essais expérimentaux, des essais terrain, où là on est en conditions réelles. Donc ça va être effectivement par exemple des mises en place de parcelles ou d'essais, ou alors on va faire des essais plutôt avec des partenaires expérimentaux ou en ferme commerciale pour se rendre compte derrière de l'impact de nos produits typiquement. Ok, on a parlé aussi là de la théorie du fonctionnement. Concrètement, comment ça fonctionne sur l'animal? Qu'est-ce que ça va aider à faire? Meilleure production de viande, de lait Est-ce qu'il y a des litrages en plus, non donnant? Du coup, effectivement, on a des résultats qui permettent, donc on parlait tout à l'heure de mieux valoriser cette ration, mieux valoriser ce fourrage, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose, donc Antoine l'a mentionné très justement en parlant de matière azotée. Donc on est capable d'aller chercher plus de matière azotée. On va être aussi capable de diminuer l'azote ammoniacal qui va être présent dans notre humaine. Donc ça veut dire on sous-entend en tout cas. Parce que c'est pas positif, l'azote ammoniacal dans l'humain? Disons qu'à un certain seuil, c'est toujours une question d'équilibre. J'aime beaucoup, et ceux qui me regardent penseront à ce que je leur dis, toujours une question d'équilibre. Donc effectivement, l'azote ammoniacal, il y a un certain seuil qui est plutôt acceptable. Quand il y en a trop, ça veut dire que la ration peut être mal valorisée et que l'azote, du coup, va poser problème dans les conditions du rumen notamment. Okay. Donc ça, on est capable de travailler dessus et de mieux valoriser cet azote. Et puis on est capable aussi de valoriser mieux notre fibre, de mieux la digérer et donc d'accompagner l'animal en fait à mieux digérer et à mieux valoriser. Et ça se retranscrit derrière dans les bouses notamment, mais aussi dans les litres de lait. Alors moi j'aime bien des chiffres. Quand même, quand l'éleveur il a pris petit produit qui va bien, combien de performance il peut compter, en moyenne, histoire de se dire si j'investis là-dedans, je vais retrouver mes petits ou pas, quoi.
Sur la partie végétale, je complète. On a fait des mesures alors, à la fois sur prairie, on a parlé de 10% de matière azotée totale dans le fourrage en plus, donc une valeur alimentaire améliorée. Si on prend, on l'a aussi essayé sur ensilage, sur 1 hectare, c'est 2,1 tonnes, donc 2 tonnes 100 de matière sèche en plus produite à l'hectare grâce à cette solution-là, comparée à un engrais classique, et non pas comparée à un T-0. Et en plus de ça, il y a une valeur des fourrages avec, on l'a dit, 53% de matière minérale en plus et 36% de sélénium. Là, je vais laisser Maëva compléter là-dessus. Le sélénium, son rôle dans l'immunité. C'est ça, exactement, c'est tout à fait ça. En fait, on vient retravailler. C'est difficile à dire et à extrapoler vraiment un litre de lait précis derrière. Pourquoi ? Parce que on n'aime pas trop. On n'aime pas trop. C'est compliqué, en tout cas, parce qu'il peut y avoir une multitude de facteurs aussi, dont l'animal en premier. On le sait que c'est le facteur de variation le plus important. Donc ça, c'est un petit peu plus abstrait comme information. Mais c'est de se dire, voilà, par l'enrichissement de notre sol, de notre fourrage, derrière, on est capable effectivement d'aller mieux valoriser notre matière minérale et d'enrichir notamment en minéraux, et le sélénium en fait partie. Alors quand on parle de cycle, est-ce que les déjections des animaux vont réalimenter la prairie, qui vont redonner et remettre un cycle positif pour l'évolution, j'allais dire, de la production globale ? Tout à fait, oui, c'est exactement l'enjeu, et c'est toute la logique qu'on veut opérer, nous, chez Team Agro, en tous les cas. C'est de se dire qu'on vient effectivement nourrir le sol, nourrir la plante, on vient ensuite derrière nourrir l'animal et potentiellement nourrir l'homme, si on extrapole jusqu'au lait et à la viande. Et ensuite, les déjections et les effluents vont permettre de revaloriser effectivement les prairies ou les cultures. Tout à fait. Bon, si j'utilise une fois, ça va fonctionner pour tout le restant de ma carrière ? Peut-être pas. Et malheureusement, il y a des exportations dans un système agricole. On exporte quand même pas mal de choses. Mais l'objectif, c'est de couvrir ces exportations. Mais la valorisation des effluents, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup aussi, parce que c'est l'or noir des exploitations agricoles, le fumier notamment. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. Ça a été clair, je trouve. Moi. Ouais. Tu vas te mettre à l'élevage ou pas ? Eh ben écoute, je me tâte, mais je suis pas sûr. Peut-être l'élevage de vers de terre un peu plus. Bon, du coup, merci. Les explications étaient très claires. Merci d'être venu. On va changer. On va prendre notre invité, notre prochaine invitée, qui est une femme, et on va parler. Et donc, on vous laisse quitter le plateau pour que Marine puisse venir. Donc, on reçoit ce matin une Aveyronnaise, ce qui fait plaisir à notre ami Clément, qui est en régie. J'ai l'impression que c'est une communauté un peu, tous les Aveyronnais. Ils aiment bien se retrouver. Je pense que c'est un milieu, il doit y avoir une mafia quelque part chez eux, parce qu'ils se retrouvent en groupe. Donc Marine, vas-y, je t'en prie, installe-toi, qui est donc la première femme présidente de la FNQA, et en plus la plus jeune, voilà, pour la peine. Est-ce le début d'un coup de vent chez les têtes grisonnantes des organisations agricoles ? Bon, peut-être pas, mais on va en tout cas parler mécanisation et vision audacieuse de la FNQA. Bonjour Marine. Bonjour, merci de me recevoir. Et on lance un petit jingle, voilà, pour l'avis du terrain. Alors on va commencer avec l'avis du terrain en fait. Alors attends, avant de commencer sur l'avis du terrain, tu vas nous en dire un peu plus. T'es installé depuis quand ? Qu'est-ce que tu fais sur ta ferme avant qu'on se concentre sur son activité de FNQA ? Oui, alors je m'appelle Marine Boyer, j'ai 36 ans. Je suis éleveuse de vaches limousines en Aveyron, donc pas très loin du sommet. Je suis une habituée de la visite et donc je suis installée sur 135 hectares, 90 mères en GAEC, avec mon conjoint et depuis 2017. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais, ok, très bien. Alors, pour parler des cumin, on a demandé, on a fait un petit micro-trottoir, et on a posé des questions, et donc on va écouter tout ça, et après on va rebondir sur ces questions. Quand on démarre en agriculture, tu conseillerais plutôt d'acheter ton matériel ou de passer en cumin ? Il faut les deux, il faut adapter ses stratégies en fonction du travail et du type de sol, parce que chaque région est différente, et des fois c'est bien de faire appel à un prestataire ou d'être en CUMA, les deux peuvent être bien, suivant ce qu'on a à faire, parce que des fois on voit un matériel, il est forcément beau, maintenant ça coûte des fortunes, et quand on démarre, on n'a pas forcément de trésor, on s'endette pour du matériel, alors que ce qu'on veut, c'est pas forcément le matériel, c'est le résultat. Ça dépend vraiment de la relation qu'on a avec ses voisins. Je pense que dans tous les cas, vu le prix du matériel aujourd'hui, c'est quand même intéressant d'étudier la possibilité de travailler en commun ou après de voir avec un entrepreneur, parce que ça peut aussi quand même être une solution intéressante. Pas forcément la CUMA, mais pouvoir investir à plusieurs. Ouais. Donc une copropriété ou travailler avec les voisins,
C'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui et vu le prix du matériel, je pense que c'est souhaitable. Réaction à chaud. T'es d'accord avec ce qui a été dit ? Oui, franchement, je pense que tous les propos sont justifiés et c'est la réalité terrain aussi qu'on a. On peut pas être 100% CUMA, on peut pas être... après, c'est des choix, certains l'ont dit, c'est un travail collectif, donc il y a des groupes, il y a des hommes. Voilà, ça reste quand même, on va dire, une philosophie, mais néanmoins, on est sur un contexte où on peut amener quelque chose en CUMA. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans ma présentation, mais pour ma part, j'adhère à 5 CUMA qui amènent à mon exploitation. Donc voilà. C'est parce qu'on adhère à 5 CUMA qu'on est présidente ou il y a un nombre c'est de sur CUMA. le t'as gagné, t'as le plus grand nombre, t'es présidente. Et du coup, pour en savoir un peu plus dans tes 5 CUMA, pourquoi 5 quoi ? C'est quoi la répartition des... Oui, en fait, c'est parce que déjà, il y a 2 sites distincts. On le connaît, le problème maintenant, c'est qu'on est sur des reprises d'exploitation, on se met en GAEC et donc on se retrouve avec 2 sites distants de 18 km. Donc ça veut dire une CUMA sur chaque site. Et après, parce que les CUMA, c'est aussi ça, c'est aussi le développement de nouvelles pratiques, de choses un peu plus innovantes. Et donc, on va aller chercher sur du matériel bois énergie, des choses comme ça. Et là, en l'occurrence, le dernier matériel qu'on a partagé, c'est aussi la moisson. Et à chaque fois, c'est sur une CUMA différente. Et la dernière CUMA, c'est parce qu'on a décidé de mutualiser à plusieurs CUMA les salariés. Ah, ok. Voilà. Donc, on a décidé de créer une nouvelle CUMA avec des services plus les salariés pour mutualiser sur un plus grand espace. Alors, les CUMA, c'était un objectif de départ ou c'était arrivé naturellement parce que quand tu as repris la ferme avec ton conjoint, tu t'es dit c'est la solution qui me convient. C'était déjà dans tes habitudes de travail de tes parents auparavant ? Oui, c'était déjà partie intégrante de l'exploitation de mon père et de mon beau-père pour le coup. C'était en fait la CUMA, aspect logique d'y adhérer. Vraiment, on se posait pas du tout la question. En tout cas, mon père s'est jamais posé la question. Et puis, en fait, mon père était depuis 12 ans trésorier de la CUMA et donc. J'ai repris cette fonction-là et je suis encore trésorière de ma CUMA locale. Et en fait, j'ai pas eu l'impression que c'était forcé, mais à la fois, j'ai pas eu l'impression que j'avais le choix aussi. Mais ça m'allait très bien parce que je le faisais aussi, je l'aidais beaucoup dans ces tâches-là. Donc, je suis rentrée par le réseau comme ça. Bon, alors on va reprendre ta casquette de présidente et le réseau justement a lancé en fait l'année dernière, je crois, un plaidoyer pour une mécanisation responsable, durable et vivable de l'agriculture. C'est-à-dire, en quelques points, qu'est-ce que vous avez avec à dire avec un titre comme ça doit être extraordinaire. Ça claque un peu, ça claque. C'est quoi les messages principaux du plaidoyer ? L'intérêt déjà de faire ce plaidoyer, c'était de faire un constat. Sur la mécanisation en France. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet et donc en fait, on est parti de constats chiffrés. J'ai entendu tout à l'heure que tu aimais bien les chiffres, donc on va aller sur les chiffres un petit peu. On est parti sur le fait que aujourd'hui, les charges de mécanisation pèsent jusqu'à 30% sur une exploitation. On est les records en Europe. Nos voisins européens font beaucoup mieux que nous. Mais ça, c'est parce qu'on aime bien la ferraille. On pourrait être plus cool quoi, dans les achats. Peut-être que mes chiffres d'après vont aussi expliquer ce chiffre-là, mais par exemple, on dédie 1,3 milliard d'euros aujourd'hui à la surmécanisation individuelle sur les exploitations, en soutien fiscal. Voilà, il y a beaucoup d'aides qui sont fléchées sur l'achat individuel et sur un effet d'aubaine, comme on dit. Et puis aujourd'hui, si on fait le constat, il n'y a que 10% du matériel qui est mutualisé en France. Donc ça contraste aussi avec finalement, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les 50% d'agriculteurs qui sont adhérents au réseau CUMA. C'est aujourd'hui, il y a encore du boulot, quoi, il y a encore du boulot, il y a encore de la marge de progression et on est loin de mutualiser tout le matériel. En même temps, il y a autant d'agriculteurs qu'avant qui sont en CUMA, mais il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc ça veut dire que la proportion augmente, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça aussi. Et puis, via ce plaidoyer,
Donc il y a aussi deux autres notions, durable et vivable. Donc durable évidemment pour l'aspect environnemental. On nous parle de décarbonation de l'agriculture, etc. Et nous, notre participation, le fait de s'y intéresser, c'est aussi de passer par la machine et de dire que si on mutualise le matériel, alors forcément on participe aussi à moins produire peut-être sur et plutôt à mieux réfléchir ces pratiques environnementales sur Et l'exploitation. puis les transitions qui sont face à nous. C'est-à-dire qu'il y a des achats potentiellement et des réorganisations quand on parle de robots, quand on parle d'électrification, on va dire peut-être du parc matériel. C'est peut-être des choix plus collectifs qui vont permettre d'y aller qu'individuels, quoi. C'est ça, et puis on constate que en fait, les pratiques des groupes vont plus vers l'agroécologie. Quand ils sont à plusieurs, ils se posent vraiment des questions sur leurs pratiques culturelles. Ouais, parce que ça dépasse le sujet mécanisation, en fait. Il y a plein d'autres... Oui, c'est ça, et puis ça amène sur l'utilisation d'autres matériels, pas moins de matériel, mais sur d'autres matériels. Et après, je finis avec l'aspect vivable. Vivable, pour moi, c'est important. Je trouve que le côté vivable, on rentre pour la machine, on reste pour l'homme, quoi. Je trouve que c'est ça qui reste aussi dans les CUMA, non ? Oui, et puis on est aussi sur une nouvelle génération, peut-être de nouveaux agriculteurs qui Merci cherchent pour aussi... Ah mais non, je t'inclus dedans. Non, mais peut-être on est sur un nouvel élan d'agriculture qui cherche aussi à pouvoir s'installer, mais en se dégageant du temps libre, en laissant la place au loisir, à la famille. Et en fait, on veut faire passer le message à l'heure de la délégation de travaux, à l'heure de qu'est-ce que vont devenir nos fermes demain, qu'en fait, avec la CUMA, on peut aussi rester à la tête de son exploitation. On peut aussi rester aux rênes de sa ferme et en fait, collectivement partager, je l'ai dit tout à l'heure, des salariés, et puis développer l'entraide. Enfin, il y a tout un tas. C'est vraiment l'humain qui est au cœur du projet et aussi avec un aspect convivial. Très bien, aussi. ça sera pour l'apéro. Voilà, c'est les apéros. Bon, cela dit, j'ai quand même une question qui fâche. Jingle, la question qui fâche. Tu nous vantes la CUMA. Est-ce que c'est pas un peu vieillot quand même, la CUMA, l'organisation, la structuration, l'engagement dans cette CUMA ? Je vais te répondre par ma présence sur ce canapé aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une preuve de modernité aussi qu'a fait le réseau, finalement, d'élire une femme de 36 ans à la tête de la FNCUMA aujourd'hui ? Déjà, ça, je pense que c'est un petit peu de modernité. Après, oui, évidemment, on est sur... Parce que ça peut être avoir un peu... les 50% des agriculteurs, c'est aussi avoir toute cette partie de gens qui risquent de partir à la retraite. On le dit depuis 10 ans et on dit que ça va être dans 10 ans, mais finalement, ça va être demain. Et donc, bien sûr que le réseau est vieillissant. Néanmoins, et même dans la structuration, sur l'organisation, est-ce que ça fait pas des fois un peu peur, finalement, cette mécanique où une CUMA, par exemple, ne peut pas forcément faire... tant de TA, de travaux à façon, dans le cadre d'organisation des fois à plusieurs, où tu voudrais justement te déléguer. Est-ce qu'il n'y a pas un peu des 2-3 curseurs à faire bouger pour les rendre plus sexy face à ceux qui ne sont pas encore dans les CUMA, quoi? Oui, ben là, pareil, c'est une affaire de communication et pour nous, de mettre en avant le fait qu'en fait, c'est juste une histoire d'organisation et qu'aujourd'hui, on peut tout à fait partager du matériel, être performant sur son exploitation. Il y a un mot qui revient souvent, qui est devenu à la mode ces temps-ci, c'est la rentabilité des exploitations et clairement, la mutualisation participe à la rentabilité des exploitations. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plus moderne l'aspect collectif en agriculture que d'y aller tout seul dans son coin. C'est une structure, j'allais dire, qui a la force d'avoir des piliers de base et dans laquelle on peut travailler et s'amuser aussi. Et lorsqu'on a créé son réseau, j'allais dire son organisation, on trouve toujours la petite subtilité qui fait qu'on arrive à travailler ensemble différemment aussi sur d'autres modèles. On peut acheter du matériel, un matériel à 50% avec une TA ou une CUMA, ça existe. Pourquoi pas ? Donc l'essentiel, c'est aussi l'économie qu'on va faire derrière, quoi. C'est ça. Et puis ça reste le collectif et je reprécise que évidemment un agriculteur sur son exploitation peut avoir recours au CUMA, aux ETA, à de l'achat individuel. Tout ça est complémentaire. Bon, très bien. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais l'émission avance. Et on est des petits curieux, on aimerait en savoir un peu plus sur toi. Donc, on a une séquence « Qui es-tu ?» Jingle.
Et là, du coup, on va te poser des dilemmes. Il va falloir répondre. Et puis, en fonction de ta réponse, on va cerner un petit peu plus ton personnage. Premier dilemme. Est-ce que tu es plutôt poulet brésilien ou poulet ukrainien? Wow, aucun des deux. My God. C'est question piège direct. On démarre à chaud, comme ça, direct. Bon, allez, question perso, tofu ou steak? Le steak. Élevage bovin, viande, je suis obligée. Alors là, je crois que j'ai la réponse aussi. Aubrac ou limousine? Limousine. Voilà. C'est les meilleurs. Non, elles ont toutes les deux leur atout et leurs défauts, mais non, j'ai toujours préféré les limousines. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien sur cette race-là? J'aime beaucoup. Alors c'est drôle parce qu'à la fois c'est le contraste, parce que les gens disent que ça a un caractère bien trempé, à la fois moi j'aime bien ce caractère-là. Ça a un caractère d'Aveyronais, non? Voilà. Mais c'est un caractère affirmé. Ça va être compliqué, ça. C'est un caractère affirmé, ça a de la personnalité, et moi j'aime bien travailler avec des animaux qui ont de la personnalité. Et donc avec des personnes aussi qui ont de la personnalité. Tout à fait. Et bien justement, quand on se prend un peu la tête, est-ce qu'on prend plutôt de l'aligot ou de la truffade? Aligot. Choix entièrement personnel. Tiens, si on parle un peu de travail du sol, de matériel, labour ou non labour? Labour. D'accord. Parce que, donc je ne l'ai pas précisé, mais je suis en agriculture biologique sur rotation longue. Et donc on laboure tous les 6 ans, et on n'a pas trouvé mieux que faisaient nos ancêtres, c'est-à-dire pour éradiquer les mauvaises herbes. On a essayé toutes les pratiques, etc., mais sans pesticides. Faudra qu'on m'explique comment on fait pour retourner une prairie sans que ça salisse les céréales, quoi. Ouais, c'est compliqué. Le réseau Cuma a vraiment pété un steak quand même. Bio, une femme et une jeune en plus. Ouais. C'est extraordinaire, quoi. Allez, dernier dilemme, mais c'est une évidence. Cuma ou proprio? Les deux. Qu'est-ce que tu as encore en propriété? Mais les Cuma, bien sûr, les Cuma, c'est 15 peut-être. Il faut pas être mais il faut pas être hypocrite non plus. Je pense que oui, il y a des Cuma intégrales. Et puis, en fait, il ne faut pas culpabiliser les gens. Je pense qu'il faut laisser libre choix à chacun de faire ce qu'il veut. Et il est là, notre message aussi. Il te reste encore des trucs en propriété, toi, du coup, chez toi ou quoi? Oui. Oui, mon tracteur de ferme, par exemple, je l'ai à avoir tous les jours. Ouais. Il y a des personnalités qu'il vaut mieux pas avoir en Cuma parce que c'est pas leur nature. Je pense que quelque part, faut se dire que ça doit être un choix aussi calculé, réfléchi. C'est important ça dans ta Cuma aussi. Le côté, tu l'as dit, de la vie ensemble est pas toujours évidente, mais c'est aussi beaucoup d'apports. Toi, ça t'a apporté beaucoup de choses. Oui, vraiment le côté intégration au territoire. Quand on arrive dans un village, en fait, il faut savoir que j'ai exercé un métier avant dans une grande ville, et je revenais à la ferme pour reprendre l'exploitation de mon père. Et donc le côté d'intégration à la Cuma, c'est vraiment connaître en fait les agriculteurs du territoire, s'intégrer dans le territoire. Et ça, en fait, on le minimise quand on arrive quelque part. On se dit qu'on connaît les gens, etc. Mais en fait, on les connaît jamais assez. Et donc, l'intégration au groupe et au conseil d'administration, pour moi, ça a été primordial. Est-ce que ça a impulsé des choses nouvelles que tu n'avais pas, je sais pas, sur les 10 ans de ton installation? 10 ans, ouais, presque. Il y a des choses nouvelles qui se sont lancées par justement ce côté un peu collectif. Je sais pas, même hors cadre agricole, quoi, peut-être, je sais pas. Le plus gros truc, c'est d'être présidente de la FN Cuma, à titre personnel, je pense. Sinon, à titre collectif, là, dernièrement, on est sur la création d'un nouveau service dans ma Cuma. Donc, je pense qu'en fait, les agriculteurs n'ont pas fini. Quand ils sont à groupe, je trouve qu'il y a une émergence d'idées, une synergie qui fait qu'en fait, ils sont jamais à court d'idées. Je pense on a toujours des besoins sur nos exploitations, toujours des choses qui vraiment émergent en nous. Et donc là, on lance un service de tracteur de pente. Et donc ça se lance, on a signé le bon de commande, tout ça. Et c'est intéressant de voir à quel point la réflexion passe à la concrétisation, en fait.
J'allais dire, tout à l'heure, on a parlé des cumas vieillissantes. Est-ce que c'est pas aussi à cause soit des vieux qui restent implantés dans leur cuma, soit des jeunes qui veulent pas s'engager non plus et passer du temps parce qu'ils ont déjà beaucoup d'occupations? Toi, tu as fait la démarche. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes? Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Oui, bien sûr qu'il faut y aller. Bien sûr qu'il faut y aller. Après, il y a toujours de tout. Il y a toujours le jeune qui veut aller trop vite et l'ancien qui veut le réfréner parce qu'il a eu ses pots cassés. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser aussi chaque génération se planter un peu, parce que c'est aussi ça, aussi les cumas, c'est aussi c'est l'apprentissage de la vie, mais même de toute la vie en général. Donc je pense qu'il faut se laisser un peu le temps de l'expérience, mais après bien sûr qu'il faut s'engager, et à tout âge, il n'y a pas d'âge. C'est juste, oui, et laisser la place aussi. C'est vrai que certains s'accrochent à leur bébé, parce que c'est souvent ça un petit peu. Quand on a été dans les fondements d'une cuma, Thierry. On a du mal à. C'est vrai que je regarde plus Thierry là. Attendez, je suis pas comme ça quand on se regarde. Ah ouais, lui, il a un passé, il a eu un engagement dans les cumas. Et oui. T'as réussi à lâcher, quoi, toi? Parce que tu poses des questions, mais t'as réussi à lâcher un peu ou pas? Oui, alors je me suis fixé une date limite de péremption et j'ai sauté à la fin parce que voilà, j'ai lâché le poste de président. Après, je me suis engagé en tant que président de la région. Donc voilà, j'ai arrêté pour devenir prendre plus de temps sur la communication. Mais c'est des engagements qui enrichissent beaucoup. Moi, je trouve que alors arriver trop jeune, c'est compliqué, mais quand on acquiert une certaine maturité, c'est hyper enrichissant, quoi. Le groupe t'apporte énormément de choses, te complémente par rapport à ce que t'as toi comme qualité ou défaut, et c'est vraiment très fort là-dessus, quoi. Et on est arrivé à la fin de l'émission. Voilà, sur cette touche d'émotion des cumas, avec un outil et puis une fraîcheur que tu incarnes sur une vision, en tout cas sur le machinisme, et c'est des enjeux importants, 30% d'augmentation du prix du matériel sur les dernières années, donc c'est vrai que ça pique et ça amène à des réflexions différentes. On n'a pas parlé aussi du travailler le rétrofit aussi, d'encouragement aussi, d'aider aussi cette partie-là. Allez voir ce plaidoyer, il y a plein de bonnes idées et j'espère que du coup ces idées elles vont arriver à germer et faire évoluer les choses. Fin de l'émission, demain, on a un invité qui est Pierrick Aurel, le président des jeunes agriculteurs, et je pense qu'on va parler d'actualité. Il y a pas mal de sujets d'actualité. Encore de la jeunesse. Encore de la jeunesse, mais avec un autre angle. Et on termine cette émission avec notre super phrase, et n'oubliez pas ce qui se passe à Clermont, reste à Clermont ou pas. Allez, bonne journée.